Par rapport au sujet, c'est important parce que c'est sur les questions de la revue sécuritaire au Sahel, état de droit, extrémisme violent. Donc, le rôle du Sénégal dans le renforcement de la sécurité sur le plan national et sur le plan régional, quand même, c'est une action qu'il faut saluer. Le Sénégal a un rôle de leadership qu'il faut reconnaître là-dessus. Quand on vient au Sahel aussi, c'est chez nous, et qu'on essaye de voir la dissymétrie qui existe entre les moyens qui sont investis, les moyens militaires énormes, ah oui, logistiques, les moyens financiers, en armement. Mais quand on compare la capacité effectivement de toutes ces institutions, c'est ça le premier des sujets, c'est les réponses institutionnelles. Quand on regarde ces réponses, franchement, moi je travaille sur place, la dégradation de la, comme on dit, de la situation sécuritaire, elle est continue, elle est même structurelle, dégradation. Et ça inquiète tout le monde. Ce tableau est noir, très noir, mais nous pensons qu'il est réaliste. Il n'y a pas un jour où l'actualité n'est pas là pour nous le démontrer. De même que ce rapport, là aussi alarmiste, est extrêmement pragmatique. En parallèle de ces constats, on peut observer une constante. Cette constante, c'est l'absence, la faiblesse, la déficience de l'État, des États sahéliens. Nous pouvons revenir à ces causes, interroger la trajectoire de la construction des États-nations sahéliens. Il faut le faire, car il nous faut comprendre pour quelles raisons le Sahel est une région qui est en train de se replier davantage, toujours davantage sur elle-même. Ce sont ces jeunes souffrant de vulnérabilité socio-économique. Chez Boko Haram, un jeune à qui on donne 300 000 francs et une moto, et qui adhère à Boko Haram. Un jeune qui a vu que les choses ne fonctionnaient pas, qui va au Mojaou. Pendant ce temps, en Afrique, il y a quelques années, le sujet était une nouveauté. Il y a eu des erreurs d'appréciation et une absence de prospective dont parlait Aline tout à l'heure. On a ignoré un fait. Le Sahara n'a jamais été une barrière infranchissable, mais une mer intérieure qui a toujours invité à passer d'un rivage à un autre. Lorsque le phénomène de l'extrémisme s'était exprimé dans les sociétés maghrébines, il fallait attendre à son redéploiement au sud du Sahara. Malheureusement, nous avons obéi au paradigme d'une géopolitique, entre guillemets, assez francophone, qui nous parlait d'une Afrique blanche et d'une Afrique noire, ignorant toute l'histoire d'interaction entre ces zones-là. Et aujourd'hui, de plus en plus, nous parlons d'interaction sahélo-saharienne. Donc, les deux problèmes sur lesquels je voudrais attirer l'attention, en prenant le cas du Tchad et le cas du Mali, pour voir qu'il y a une connexion. Nous avons une espèce d'enchevêtrement. C'est une crise qui s'enchevêtre avec d'autres crises. C'est une complexité de crises que nous avons. Et ces crises sont liées. Les crises institutionnelles, démocratiques, de gouvernance et de sécurité sont des crises qui sont liées, étroitement liées. Je disais tout à l'heure au Mali, qu'est-ce qui a déclenché le coup d'État au Mali? C'est des élections législatives. Après des élections législatives, on a vu s'écrouler d'abord la Cour constitutionnelle, qui était en réalité presque la dernière institution qui était en place. Et puis après la crise, et puis ensuite on a eu le coup d'État militaire. Ça c'est le Mali, pour montrer la connexion souvent entre les questions de gouvernance, les questions de corruption, les questions démocratiques, pour montrer que toutes ces crises-là, si on ne fait pas attention, c'est des crises qui vont avoir raison de l'État lui-même. Je ne parle même pas d'État de droit, mais de l'État. C'est-à-dire, ça met en cause la survie de l'État. Et ça, c'est important à retenir.